Bonjour, mon nom est Jonathan de la Machine à café. Aujourd'hui, on reçoit Mike Gauthier. Bonjour Mike. Salut! Il se passe de présentation. Pour ceux qui jamais qui le connaissent pas, ben Mike, comme a dit dans une entrevue, c'est un observateur de la scène musicale. Je pense que c'est comme ça que tu te décris un petit peu. Mike a travaillé pendant plusieurs années à Musique Plus. Oui, Musimax par après. Musimax par après. Pendant 22 ans, tu as été là. Plus de 5000 entrevues. Oui, pas mal, oui. Pas loin de ça, là. Moi, je suis rendu à 3, fait que je vais essayer d'apprendre à tes côtés. Ça se fait tout seul après. C'est ça. Quand tu vas comprendre que c'est une conversation que tu as, ça va bien aller. Tu as commencé, dans le fond, à la radio. Oui. Au début des années 80. Oui, novembre 1980. Une petite station régionale à Montmagny, dans le coin de Québec. Puis après ça, c'est le principe. C'était le principe dans le temps. À cette heure, ça prend des clics puis des likes. Mais avant ça, tu commençais dans des marchés un peu plus petits, puis tu grimpais jusqu'à temps d'arriver à une échelle nationale. Tu sais, comme nous autres, moi, je viens du coin de Québec, à Port-Neuf. Fait que c'était le fun parce que Québec, c'était quand même un gros marché. Fait que moi, j'ai jamais comme visé directement Montréal. J'ai monté tranquillement jusqu'à temps d'aboutir à Québec. Là, il y a eu des modifications au niveau du son de la station qui sont arrivées. Puis là, moi, ils m'ont demandé de m'en aller parce que ça ne cadrait plus non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois conséquent. Puis après ça, là, je suis arrivé à Radio Énergie en Estrie, Québec, puis Montréal depuis ce temps-là avec un court arrêt, un pit stop à Rythme FM pendant une couple d'années. C'est ça. Puis, j'ai lu aussi en quelque part, je pense que c'est là à Montmagny, une petite anecdote que tu as racontée. C'est pas là qu'à un moment donné, tu disais que tu étais jeune, puis finalement, tu avais décidé de mettre une cassette. Oui, j'avais fermé la station une heure plus tôt. Parce que dans ce temps-là, les stations de radio, c'était pas équipé comme aujourd'hui. Si tu voulais être en ondes 24 heures, tu devais avoir quelqu'un. Tu pouvais pas, parce que les vidéos n'étaient pas arrivées encore, tu sais, parce qu'après ça, il y avait des cassettes vidéo qui étaient faites pour durer de minuit à 5-6 heures du matin. Donc, ils mettaient une cassette vidéo, puis c'était juste la musique qui jouait. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien à faire. Si tu voulais avoir quelqu'un en ondes, il fallait que tu le payes, il fallait qu'il soit là. Puis moi, à Montmagny, un dimanche soir à 11h au AM, là, c'était pas, il n'y avait pas grand monde qui écoutait, puis il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Même les boss m'en ont pas parlé. Ah, mais toi, t'en as parlé dans un livre qui est paru il n'y a pas tellement longtemps. Je savais pas j'ai pas eu le temps de lire le livre. C'est Sébastien Trudel, hein? C'est exactement. Sébastien. Exactement. Oui, j'avais mis ça là, que j'avais raconté. Il voulait savoir des anecdotes. Même à Sainte-Marie-de-Beauce, par après, la station a été hors d'onde pendant 3 jours parce qu'il fallait manipuler. Côté technique, je me débrouille bien du côté technique, mais des fois, j'ai pas tout le temps l'esprit là. Puis, il y avait une switch qu'il fallait mettre à on pour faire réchauffer la lampe majeure de l'émetteur. Et là, on baissait. Là, une fois que la lampe était réchauffée, là, on diminuait la puissance parce que la radio AM, contrairement à la radio FM est tout le temps pleine puissance. La radio AM, elle, il y avait quelqu'un à quelque part qui avait calculé qu'avec l'angle du soleil, avec l'angle de la Terre la nuit ou quelque chose de genre, en tout cas, tu avais besoin, mettons que tu émettais à l'équivalent de 50 000 watts dans une journée. Bien, la nuit, tu avais besoin juste de 15 000 watts. Ça faisait la même chose. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas calculé, eux autres, dans le temps, c'est que les stations américaines rentraient à tour de bras. Fait que si tu avais une fréquence locale, je ne sais pas, comme une fréquence je vais prendre un exemple à Valleyfield, qui était là. Bon, ben là, tu avais la station de Valleyfield qui, dans le jour, émettait assez fort, mais à pleine puissance. Mais à cause du règlement qui avait été imposé, je ne sais pas à quelle période, ça fait des années, la puissance était diminuée. Puis là, toutes les stations des States rentraient. Fait que s'il y avait une station des États-Unis qui était plus forte, elle embarquait sur la station locale. Fait que si tu restais sur le bord des lignes dans le coin de Valleyfield, tu pouvais perdre la station locale puis avoir la station américaine. Il y avait deux fréquences, je pense, où il n'y avait pas ça. CKC, à l'époque, 73, qui, eux autres, diminuaient pas, puis ils étaient tout seuls en Amérique à avoir cette fréquence-là. Okay. Et aussi, je pense, la radio de Radio-Canada, ce qui est normal, c'est la radio d'État, qui était à 690. Je pense que c'est une autre station qui a pris la place aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ça qui se passait à la radio AM. C'est encore la même affaire aujourd'hui. Là, des fois, je m'en vais travailler le samedi matin, et puis j'écoute mon ami à la radio, à CJAD, puis j'ai la misère à le pogner à Valleyfield, puis à un moment donné, le jour se lève, puis ça va bien, ça rentre comme une tonne de briques. Ben, c'est ça. Ben, c'est d'une autre époque, mais il y a encore des stations qui fonctionnent avec ça, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il y a encore des stations AM. D'ailleurs, la station CJD à Montréal, c'est le gros mystère. C'est une station qui
qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui les écoute, mais on m'a dit que c'était soit par l'application, les applications de iHeart, ou bien par d'autres moyens, là, en l'écoutant directement sur le site Internet. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute de cette façon-là pour la radio anglophone à Montréal. C'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est des choses que souvent les communs des mortels ne sont pas au courant, mais c'est mon but, c'est notre but. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Tantôt, tu parlais, tu es arrivé à Montréal au début des années 90. Oui. Puis c'est là aussi, je pense que tu as rencontré Pierre Marchand. Oui. Je l'ai rencontré, ça, c'est une drôle d'histoire parce que moi, j'avais fait de la TV à Québec pendant une couple d'années. Puis quand tout a tombé en même temps en 91, la radio, la TV, tout, c'est le même dans nos carrières. Puis quand je suis arrivé à Montréal, dans ce temps-là, Musique Plus appartenait à moitié au même dirigeant que Énergie, là, CKMF dans le temps. Puis il y avait CJMS, OAM aussi, eux autres qui avaient. Et Pierre m'écoutait le matin, puis il trouvait que j'avais des bons propos. Puis il m'avait déjà vu à la télévision, à TVA. Puis à un moment donné, il m'a appelé. Il m'a dit « regarde, j'ai des ouvertures, ça te tente-tu? » Oui. Mais arrogant des fois comme je suis, j'avais tout simplement dit « mais je ne passe pas d'audition. » Puis il m'avait dit « c'est correct, je t'ai vu, je sais comment tu peux livrer. » Puis c'est comme ça j'ai commencé à travailler là pendant 22 ans. Bien, ça a commencé sans audition, mais ça a duré longtemps. Exactement. Il y avait du flair. Oui, mais c'est ça, c'est juste que, des auditions, souvent, puis c'est particulier ce que je vais dire, je ne me ferai pas d'amis là, au niveau des décideurs, mais souvent, les auditions, c'est juste prouver que la personne que tu as déjà choisie, c'est la meilleure. Tu te sers des autres pour justifier ton choix. Tu fais comme, OK, cette personne-là, non. Mais ça se peut que ça t'ouvre des portes aussi. Mais moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que tu sers juste de faire valoir en disant, OK, nous autres, on prend Jonathan Filiatro, c'est lui qu'on va avoir, mais on va en passer 4-5 autres au cas. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Puis c'est souvent ça qui se passe. Fait que c'est pour ça que j'avais demandé. Puis c'était pas arrogant. J'avais juste dit, je pense pas que j'ai besoin de passer l'audition. Puis d'ailleurs, je pense, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait parlé pour aller... il y avait Flash qui commençait dans ce temps-là. Oui. Puis j'avais dit la même chose, je ne passerai pas d'audition parce que ça fait 5 ans que je suis à Musique Plus, que tu me vois tous les jours. Je pense que tu sais ce que je peux faire. Puis ils m'ont jamais rappelé. Bon, tu as fait 17 années supplémentaires. Exactement, c'est juste ça. Oui. Puis à Musique Plus, tu as fait plusieurs entrevues au courant des années dans les autres chaînes radio aussi. Oui. As-tu eu des entrevues qui ont été marquantes, qui t'ont... Je te dirais que toutes tes entrevues sont le fun parce que tu me connais, ça arrive souvent qu'on se parle tous les deux, tu sais, parce qu'on est de la famille. On se connaît plus que ce qu'on fait là, tous les deux. Là. Mais tu sais, des fois, je vais te poser plein de questions, c'est machines à café, c'est le type de café. Ah oui, il faut faire ça. Je suis quelqu'un qui est curieux dans la vie. Fait que peu importe à qui je parle, j'ai de l'intérêt. Fait que, tu sais, j'ai pas une entrevue. Tu sais, il y a des entrevues qui sont plus marquantes parce que c'est sûr que quand je sais pas, ça fait 4 fois que tu fais une entrevue avec John Bon Jovi dans la même année. La 4e fois, il te voit, il fait comme « Hey Mike! » Tu sais, là, il te reconnaît. Là, tu fais comme « Ouh! » C'est quand même le fun de dire « Oh, il se rappelle de moi un peu. » Puis c'est ça qui me marque. Mais tu sais, des entrevues qui ont été bonnes ou pas bonnes, honnêtement, je m'en rappelle pas. Moi, je pense que ça a tout le temps bien été. Mais des fois, il y a du monde qui ont peut-être pensé que c'était moins bon ou quelque chose de genre. Là, mais moi, j'en ai pas où je peux te dire telle. Il y a des affaires que tu sais, je veux dire, c'est sûr que comme avec Céline Dion, au fil du temps, il s'est développé non pas une amitié, mais une certaine aisance professionnelle de sa part. Fait que quand elle me voyait arriver, elle se disait « OK, lui, il va me parler de musique. » Parce que moi, elle aimait ça beaucoup parce que je parlais de musique beaucoup avec elle. Fait que j'arrivais, puis à un moment donné, j'avais été comme le dernier de la journée, puis elle m'avait dit « Ah! » Ça finit bien ma journée d'entrevue. J'avais trouvé ça le fun. Ben, j'imagine, d'une des plus grandes chanteuses qu'on a ici, c'est flatteur. Oui, c'est vrai, c'était vraiment le fun de savoir comme c'est qu'elle était contente. Tu sais, que c'était pas uniquement... Parce que des fois, tu te fais dire « Ouais, elle aime ça faire des entrevues avec toi », mais tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui bullshit un petit peu dans notre domaine. Là. Ah, ça peut arriver. C'est partout pareil. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a des artistes que tu as préférés ou... j'ai lu aussi que tu avais des artistes que tu étais vraiment fan, puis tu arrivais là, puis des fois, tu leur faisais quand même presque peur parce que tu connaissais c'est sûr qu'à un moment donné, ils viennent débalancer, tu leur poses des questions, puis ils font comme « Ah oui, il a pris le temps de faire ça », parce qu'à un moment donné, tu rencontres tellement de monde que tu sais, comme moi, quand il y avait des entrevues qui étaient faites avec moi, les relationnistes leur avaient dit « OK, ce gars-là, il tripe sa musique, casse-toi pas la tête, tu vas voir. » Puis même que ça se peut qu'il soit gossant par bout parce qu'il va te demander comment c'est que dans tel coin de la chanson, tu as fait ça puis tout ça. Puis c'était correct, mais il y a des artistes qui n'aiment pas ça, faire des entrevues. Quand j'arrivais, moi, avec mon paquet de questions, de même, il venait à bout, tu sais, Seal, pogné un air après moi, il m'a dit « Hey, tu vas-tu me poser des questions pour chacune de mes chansons? » De même, j'avais dit
regarde, si tu ne veux pas la faire l'entrevue, on ne la fera pas. Moi, regarde, on va arrêter ça là, puis ça va être correct. Puis elle avait dit, non, c'est pas ça que je veux dire, mais là, je fais comme, ben là, tu voulais que je fasse ça. Et moi, on m'a dit de faire une entrevue avec toi pour ton nouvel album. Ben, je t'en parle. Puis si ça fait pas, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu te lèves, tu t'en vas. Ben, c'est ça. Ben, c'est souvent, les gens ne s'attendent pas à ça. Ils sont habitués de survoler l'album puis d'aller plus du côté de la vie privée. Exactement. Tu sais, moi, un de mes boss avait appelé affectueusement des liseux de communiquer. Oui, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Ben oui, je sais, parce que moi, dans le temps, je m'étais fait dire ça. Tu sais, à un moment donné, j'étais pressé, puis j'avais eu moins le temps de travailler, puis j'avais eu une entrevue, puis j'avais fait. Puis mon chum m'avait dit, qu'est-ce que tu as fait là, faire une entrevue de communiqué? Je fais comme, ben, je n'ai pas eu le temps. Il dit, c'est parce que il l'a approuvé, le communiqué. Fait que quand tu as commencé à lui poser des questions sur le communiqué, il savait que tu n'avais pas fait ta job de recherche parce que tu lui posais juste des questions sur le communiqué, puis c'est lui qui l'a approuvé. Fait que j'avais fait, à partir de là, plus jamais que je me suis basé sur un communiqué pour faire des entrevues. Ah non, ça, je sais que tu es très méticuleux là-dedans, que tu es toujours bien préparé, tu te prépares d'avance. Mais c'est le fun aussi d'avoir des questions, puis de surprendre le monde, puis de les faire parler, puis de les amener ailleurs. Tu sais, moi, j'avais tout le temps comme 8 questions, puis j'avais un producteur avec qui je travaillais à Énergie, là, lui, il disait tout le temps, toi, tu as tout le temps une question, puis quand tu pognes la question, là, ça part. Puis comme de fait, j'étais arrivé, puis je me souviens pas avec qui, j'ai fait une question, puis l'entrevue, puis ça avait été plus long, mais à un moment donné, j'ai dit, ouais, il était tough. Il m'a dit, ouais, mais ta question, là, que tu poses tout le temps, les débalancer, tu sais, pas les balancer, mais juste les faire, tu sais, comme l'engrenage qui t'amène ailleurs. Ben là, il m'avait dit, ouais, c'est plus vers la fin. Il fait, ouais, c'est ça qui est arrivé, mais lui, c'est ça qu'il me disait. Il m'avait dit, tout a soulevant une question qui touche du bon bord, puis il part. Puis là, le lien de confiance est fait. Il est créé, puis c'est parti. Ouais. Aussi, tantôt, tu as parlé un petit peu de Céline Dion. Je pense que René Angélil a été une personne qui a été marquante pour toi un petit peu dans ta carrière. À tous les niveaux, sa gentillesse, son côté terre à terre, son côté respectueux. C'était vraiment le fun. Un des plus beaux exemples, c'est quand on est allé à Paris. Je ne me souviens plus c'était pour quel album. C'est une compilation. C'était en 2005, à l'automne 2005. Puis on avait été à Paris. Puis là, il y avait le musée de cire, Grévin, qui rendait hommage, qui dévoilait la statue de Elle puis René. On avait été à l'Élysée parce qu'elle recevait une médaille du gouvernement français. Et c'est là que j'ai vu comment René Angélil peut être respectueux envers les médias québécois qui avaient aidé Céline. Tu sais, René, c'était simple. Tu m'en donnes, je vais t'en donner. Si tu m'en donnes pas, je t'en donne pas. C'est tout. Et puis c'est normal, c'est de même, ça marche dans la vie. Et donc, quand on est arrivé à l'Élysée, on s'est fait dire par la presse qui s'occupait de Sarkozy à l'époque, on s'est fait dire, OK, là, vous restez ici, la cérémonie se déroule de l'autre côté, il y a une caméra qui va être là, vous allez assister à ça en circuit fermé, et vous allez voir ça, et il y a une caméra qui va filmer. Et René Angélil, il a fait, non, ils vont tous rentrer, puis ils vont tous filmer. Non, c'est pas de même, ça marche. Bien, au bout d'une demi-heure, ils sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, OK, vous allez entrer par là, vous allez passer la sécurité, puis vous allez être de l'autre côté. Oui, c'est ça. Mais maintenant, M. Sarkozy, c'est lui qui est rendu de l'autre côté. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. On va le laisser aller avec ça. Oui, tout à fait. Donc, présentement, tu es toujours dans le monde de la radio. Oui, tout le temps. La radio, Stéréo Mike, la fin de semaine, là, sur Énergie. Fait que j'aime bien ça. Puis une fois ou 2 semaines, j'ai une collaboration dans Ça rentre au poste avec Sébastien Trudel, d'ailleurs, qui a écrit le livre sur la radio. Puis je trouve ça le fun. Je vais là. Des fois, on s'amuse. Des fois, je mets à l'épreuve leur connaissance musicale avec des vrais ou faux. Récemment, j'ai commencé une nouvelle chronique. J'amène des tunes. Je me suis inspiré un peu de l'émission dans l'œil du dragon. Tu sais, des gens qui investissent et qui viennent vendre leurs produits. Fait que là, j'ai appelé ça dans l'oreille du dragon. Puis là, moi, je sais que Maxime Martin aime tel style de musique, Marie-Claude Lavallée tel style, puis Sébastien tel style. Puis là, j'arrive avec 3 tonnes, une tonne pour chacun. Puis là, je dis, OK, voici la première, c'est du punk. Là, ils font comme, ah, ouais, j'aime ça. L'autre aime ça. OK, c'est parfait, j'en ai 3. Tu sais, fait que c'est une façon, tu sais, il faut faire des façons. On peut pas réinventer la roue, mais on peut améliorer le pneu, là, tu sais, si on peut dire. Ah, bien, tout à fait. Si ça a duré aussi longtemps. Puis il n'y a rien de pire aussi que de tout le temps faire la même affaire. Tu sais, si je fais des vrais ou faux à chaque semaine, à un moment donné, ils vont être assis puis ils vont entendre. Puis ça, c'est humain. Fait que de temps en temps, ça fait du bien juste d'arriver, puis, tu sais, pas bouleverser, mais juste faire ça, puis trouver une nouvelle façon de les faire, d'être stimulé toute la gang, de faire comme, wow, c'est le fun, on découvre des nouvelles choses, tout simplement.
Oui, tout à fait. Puis si tu as duré aussi longtemps, ça fait plus de 40 ans que tu fais ça. Ouais. J'imagine c'est parce que tu as su te renouveler, sinon... C'est comme mon principe que l'autre fois, j'ai lu d'un de nos boss nous a donné, le principe de Walt Disney. Quand il y a quelque chose qui arrive, il faut quelque chose d'avant qui parte. Oui, effectivement. Walt Disney, il rouvre jamais un nouveau manège. S'il rouvre un nouveau manège, il y en a un vieux qui part. Il y en a, effectivement. C'est de l'âgisme au niveau des manèges. Ah, ben t'es chanceux, tu n'as pas été victime de ça. Non, pas encore. Dans ta carrière. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. Tu collabores à une émission de ton coin à Port-Neuf, je pense. Oui, ça, j'étais content parce que moi, quand j'ai voulu faire de la radio, à Port-Neuf, il n'y en avait pas de station de radio. C'est pour ça que je suis allé à Montmagny. Après ça, j'ai fait Montmagny, Sainte-Marie-de-Beauce, Trois-Rivières, puis j'ai monté Québec, Montréal. Mais quand ils ont écrit à ma conjointe, qui est aussi la personne qui travaille avec moi pour ma carrière, ils ont écrit « Hey, il serait-il intéressé à faire de la radio dans Port-Neuf? » Parce que je parle souvent de Port-Neuf. Je n'ai pas honte d'en parler non plus. Il n'y a rien de gênant là. Puis là, quand on m'a parlé de ça, j'ai fait « Ben oui, c'est sûr et certain que je veux en faire. » Fait que je fais ça. Puis, tu sais, Bell Media a été gentil parce que Bell Media, ils ont une station à Québec, ils ont une station à Trois-Rivières. Port-Neuf est entre les deux. Il aurait pu dire des deux bars, hey, le comique, ça va être correct. Pas pantoute. En fait, oui, c'est bon. Tu sais, ils savaient l'importance que ça avait pour moi de faire de la radio à Port-Neuf. Fait que je suis bien content. Puis il y a du monde que ma mère, des fois, s'en fait parler. Puis ma soeur s'en fait parler aussi. Je trouve ça le fun. Ah, bien, c'est sûr, c'est sûr. Comme tu as dit un petit peu tantôt, on se connaît par la famille. Et puis, tu es devenu un de nos clients, un de nos habitués ici. Ah oui? Même, je dirais, tu es pas mal le premier client. Je pense que si tu n'es pas dans les premiers à qui on a vendu une machine à café là, il y a 4 ou 5 ans, c'est pas loin de la vérité. 3 ans. Ça va faire 4 ans. Je l'ai acheté au mois de novembre 2017. Je venais de revenir à la radio à Montréal à temps plein. Oui, exactement. C'était ton retour à Énergie à ce moment-là. C'est ça. Puis, c'est ça. Tu es propriétaire d'une magnifique machine Psycho. Oui. Puis aussi d'une cafétéria pour ne pas réveiller ta conjointe le matin. Non, mais là, j'aurais découvert le bottom à cause de la situation. Parce que, je vais vous expliquer, là. C'est parce que quand je fais de la radio le samedi matin, je suis en onde à 9h, mais j'arrive au bureau vers 7h15, 7h30. Mais je pars de Valleyfield, dans le fin fond de la Pointe, là, le bout du canal de Beauharnois. Là, je suis à l'autre bout de ça. Fait que ça me prend 1 heure de me rendre au bureau. Fait que là, moi, je pars tout le temps vers 6h15. Mais il faut que je me lève à 5h pour me préparer, parce que c'est niaiseux, mais tu peux pas te lever et aller faire de la radio parce que ça va paraître dans ta voix. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le reste de la journée, après ça, ça va. Mais pour moi, en tout cas, c'est ça. Et ça fait que c'est ça, là, j'ai redécouvert le bottom. Fait que j'ai recommencé à prendre du café moulu, puis je mets ça dans le bottom. Puis je trouve que c'est la meilleure solution parce que la chose... Moi, j'aime beaucoup le café puis les machines sophistiquées puis tout ça, mais ça fait du bruit. Oui. Ils n'ont pas encore trouvé de solution pour faire qu'il soit plus silencieux. Hein? Quand tu as du café à moudre, faut que ça passe par le grinder. Puis ça fait du bruit. Oui, bien, tout à fait. Mais cette journée-là que tu as acheté ta machine, tu avais rencontré un des représentants d'une autre marque qu'on nommera pas, qui lui prétend que c'est pas la machine qui réveille ses clients, c'est le café. Encore là, ça reste que c'est le bruit appareil. C'est ça. En tout cas, chose certaine, il y a 2 des sens qui sont sollicités. Oh, l'ouïe et l'odorat. Ouais. Mais c'est ça. Ça fait que là, il y a le bottom et la cafétéria également que j'ai commencé à utiliser, que je trouve ça le fun aussi. Mais c'est sûr que c'est pas le même résultat que du café qui est frais moulu, là, qui arrive dans la machine puis qui est coulé. Il y a quelque chose qui est plus fort parce que autant que ça me dérange pas de boire du café filtre, mais autant que j'apprécie quand le café, permettez-moi l'expression, il toche, là. Tu sais, quand ça goûte le fond de cendrier, moi, j'aime ça. On va marquer ça sur nos sacs maintenant. Oui, c'est ça, fond de cendrier. Non, mais c'est vrai, le café, je trouve que c'est comme le vin un peu. Tu sais, moi, je courrais pas, puis je m'en ferais pas à croire pour dire que je connais. Mais tu sais, si quelqu'un me dit ça, c'est du bon vin, que j'y goûte, puis qui est bon, tant mieux. Le café, c'est la même affaire. Tu sais, je veux dire, je ne vais pas courir, je vais respecter ce qu'il y a à faire pour avoir un bon résultat, mais je ne vais pas commencer à analyser tel type de café parce que c'est pas le fait que je ne perdrai pas du temps, mais c'est le fait qu'il y a du monde qui peuvent le faire mieux que moi.
Pourquoi je me casserais la tête pour ça, tu sais? Puis, tu sais, quand tu me dis, tu sais, des fois, je te dis, j'aime ça le café corsé, tu fais comme, OK, prends celui-là. Ah, ben là, Geneviève de Stincit, elle aime moins le café corsé. Tu me dis, ben prends celui-là, vous allez être contents tous les deux. Tu sais, toi, tu as des notions aussi pour ça. Puis, il y a des affaires que je comprends même pas. À un moment donné, j'avais une belle machine à café Seiko, elle était à Argenté, c'était une belle machine. Puis, il y avait une petite plaque dessus. Tu sais, pour garder une petite plaque chauffante, pour garder les tasses chaudes. Oui. Je l'ai su par après. J'ai lu ça à quelque part. Je me demandais à quoi. Moi, je mettais mes tasses là-dessus, mais je n'avais pas mis à on la fonction pour que ça réchauffe les tasses. Tu sais, c'est toutes des affaires de même où je ne suis pas rendu, puis je ne sais pas si je vais me rendre. Tu sais, que faut que la tasse soit chaude. Faut que tu boives le café pas plus que 3 minutes après qu'il a été coulé. Tu sais, c'est toutes des choses que... Ouais. Moi, de toute façon, il est tout le temps bon, c'est correct, mais c'est comme le vin, c'est comme n'importe quoi. Plus tu vas loin, plus il y a des détails qu'il faut que tu respectes, puis plus tu apprends que ces détails-là sont importants pour profiter pleinement du goût que le café va te donner. Oui, bien c'est ça. Puis c'est pour ça que je pense qu'on s'entend bien au niveau du café, parce que nous, ici, on prétend démocratiser le café, c'est-à-dire que le café a une certaine importance. En fait, a une grande importance, mais on essaie de respecter aussi un prix qui est abordable en travaillant avec des fournisseurs là, qui ont les mêmes objectifs que nous, puis je pense que ça convient. Exactement, mais je pense que démocratiser le café, c'est un bon terme. Tu sais, vous autres, ici, vous faites ça. Je vois que vous avez Barista. Barista a travaillé beaucoup pour amener le café au Québec. Je trouve que les deux gars, Alex puis Laurent, ils ont travaillé fort. Tu sais, moi, j'ai eu à travailler, à collaborer avec eux autres. Là. Tu sais, puis c'est des gars qui ont une belle vision. Tu sais, Laurent, il m'avait dit, Mike, pour vendre du café, pour vendre une tasse de café, il faut que tu en donnes 4 à peu près. Tu sais, après ça, tu vas récupérer ton investissement. Mais du café, si tu veux en vendre, il faut que tu en donnes. Oh oui, il a entièrement raison. Puis en passant, pour la prochaine balado, ça va être Laurent qui va être avec nous pour la prochaine balado. Donc, les gars de chez Barista qui vont venir nous jaser ça un petit peu. Ils ont travaillé fort, je trouve aussi. Je trouve qu'ils ont fait ça. Vous autres aussi, là, je vois, tu as même fait faire des choses un peu humoristiques là, pour présenter le café. C'est sûr que ça doit être il doit y avoir du monde qui prenne ça au sérieux, le café, mais d'autres personnes qui prennent ça plus à la légère comme moi. Mais moi, ça ne me dérange pas de payer pour du bon café, mais je ne payerai pas le prix du Jamaica Blue Mountain pour tout le temps de l'avoir parce que j'en ai bu et je n'ai pas vu la différence. Ça fait que je me suis dit, pourquoi que j'en boirais? Dans ce temps-là, il était à 65$ le kilo. Là, fait que... Oui, ben c'est ça. C'est sûr et certain qu'il y a des cafés de certaines origines qui sont beaucoup plus dispendieuses, mais pour la plupart des gens, c'est juste le fait de dire j'ai bu telle sorte de café. C'est comme tu parlais du vin tantôt, c'est exactement la même chose. Exactement, mais Laurent aussi, une autre chose qu'il m'avait dit que, puis il prêchait pas pour sa paroisse parce que Barista, c'est pas le café qui est le plus cher, là, tu sais, c'est du bon, la qualité-prix est parfait. Sauf que, tu sais, il m'avait dit... Il faut faire attention parce que le café, par exemple, c'est comme c'est simple. C'est que si tu payes un bon prix, tu vas avoir une bonne qualité. Parce que il m'avait expliqué que des fois, le café qui est moins cher, il peut avoir été comme pacté. Là, il peut avoir été coupé par d'autres choses. Ils ne ramassent pas les meilleures graines, si on peut dire. Le prix reflète la qualité du produit beaucoup, le café. Souvent, ça, effectivement, il a raison là-dessus. Moi, il y a souvent des cafés Robusta qui se servent pour faire ça. J'appelle ça de la roche, là, parce que c'est pas loin d'être ça. C'est-à-dire que ça vaut pas plus cher que de la roche. Mais ça fait que c'est ça. J'ai développé le goût du café avec le temps. Puis, moi, une des choses que je me rappelle toute ma vie, là, c'est le premier café européen que j'ai bu. Ça, là, j'étais à Paris. Tu sais, moi, j'étais habitué un peu de boire le café dans le coin de Québec, tout ça. Mais j'allais pas dans les grands restaurants. Je suis pas quelqu'un qui fréquentait les grandes tables et tout ça. Fait que, tu sais, quand je buvais du café de bonne qualité servi dans un restaurant, mais c'est souvent du café filtre. Des espressos, j'en buvais pas plus que ça, tout ça. Mais mon premier espresso que j'ai pogné à Paris, là, oh boy! Là, ça a donné l'intérêt. Tu sais, la switch à on pour l'intérêt, là, j'ai fait, OK, ça peut faire ce type de satisfaction-là, boire du café. C'est ça, du café. Oui, exactement. Puis après ça, c'est ça, j'ai un souvenir comme ça, tu sais, comme... Puis j'aime ça aller dans les villes en Europe pour ça. Le café à New York aussi est bon, mais je trouve que, je sais pas, celui de l'Europe, c'est-tu un souvenir qui sommeille en moi, puis dès que je suis en Europe, bing, je reprends un espresso là-bas, puis je suis comme, oh boy, ça goûte l'Europe. Ben on a un représentant, lui, qui prétend qu'un café, quand tu es en vacances ou quand tu es dans un autre pays, ça goûtera jamais la même chose que quand tu vas le goûter à la maison. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un souvenir détaché à ça. Tu as tout à fait raison, le café americano que j'avais bu une fois à Cuba. Cuba, c'est pas réputé pour avoir... avec l'embargo, c'est compliqué, mais ils ont là-bas quand même leur réserve de café à eux autres. Mais l'americano que j'avais eu, là, c'était incroyable. Là. J'avais fait « Wow, c'est donc bien bon! »
Il goûtait bon, là, tu sais. En plus, il faisait à peu près 30 degrés, là. Ça aide pas mal aussi. Ah, ben ça, c'est sûr et certain. C'est tout le temps rattaché à un souvenir ou à une belle occasion, c'est sûr et certain. Puis un autre club que j'avais fait aussi au Mexique, il y avait un bar à café. Ça, j'avais aimé ça. Ça, c'était le fun. Tu avais vraiment un type de café, type de graines. Tu sais, il te demandait quelle sorte de café que tu aimes, puis là, il t'amenait ça. C'est comme un peu une boisson que tu voulais découvrir. Là. Je trouvais ça le fun. C'est ça. Le Mexique, c'est quand même un joueur... c'est pas un super gros joueur, mais c'est quand même un joueur important, surtout dans le bio-équitable. Ah oui? Oui, tout à fait. Ils ont des très bons cafés. Des fois qui sont méconnus, mais c'est des cafés à découvrir. Fait que c'est ça. Pour moi, le café, l'échelle, c'est fait. Ça a été le café instant, puis ça a monté, puis ça a monté, puis ça a monté. T'sais, on se pensait big dans les années 80 avec les machines avec le café filtre. Là. Oui. Puis après ça... Mais dans ce temps-là, les machines à espresso, c'était compliqué. Tu avais la petite patente comme tu en arrière. Il fallait que tu fasses mettre sur le rond. Les Italiens, ils vont maillir parce que je dis ça, mais c'est une technique, ça, utiliser ça. Là. Oui, moi, je l'ai fait exploser une, je l'avais oublié. Je l'avais oublié sur le rond. Je suis parti, puis je suis revenu, puis au bout de 5 minutes, puis elle était en 1000 morceaux, elle avait pété. Sauf que le café là-dedans est bon aussi. Peut-être pas explosé, là, mais... Ah non, elle avait vraiment ouvert par la chaleur. Là. Ça avait vraiment tout... le métal s'était éparpillé un peu partout. Là. Fait que c'est pour ça que je me tiens loin à cette heure. Parce que j'en vois que tu as des belles, tu as des bleus en arrière. Là, même il y a des grands formats aussi. Là. Mais, fait que c'est ça, ça a grandi. Puis après ça, là, je suis tombé dans une machine. Là, je me suis dit, arrête de me construire par la tête. La machine existe. Merci, bonsoir. C'est ça, on appuie sur un bouton, tout est fait. T'en as eu plusieurs en plus, machine. Oui. T'as eu Spider à un moment donné aussi. Je sais pas si ça a été fait par Seiko aussi. C'est Speedem. Ah, OK, je pense que c'est Spider. Non, c'est Speedem. Peut-être Spider aussi, peut-être que ça existe aussi. Mais Seiko ont développé des machines et ils ont eu un paquet de noms. Là. Ils fabriquaient même des machines encastrées. C'est des mécanismes Seiko qui, à l'intérieur, ça arrive quand même assez souvent. Là. Mais c'est sûr aussi que, tu sais, puis je te parlais tantôt, j'ai pas la patience, tu sais. Juste le fait de me faire de la mousse, là, moi, je ferai pas bouillir l'eau. J'ai le mousseur, je pèse sur le petit bouton, ça se rapproche de ça. Il y a quelqu'un qui va me dire, ben voyons donc, ça se fait pas. Il faut que la vapeur rentre dedans. Puis non, mais non. Non, je suis pareil. J'ai pas plus de patience, moi non plus. C'est ça. Et c'est pas parce que je sais pas quand même servir d'une machine manuelle. Loin de là, je suis très bon, mais j'ai pas la patience. Moi, je trouve que c'est un art, ça. Moi, je trouve que c'est un art. Quand je vois les baristas, c'est eux qui font des petites feuilles puis tout, là. Puis les dessins, il y a des concours là, d'art barista. Là, tu sais comme, voyons donc. Oh, oui, le latte art, il y a des concours. C'est ça, le latte art. Oui, c'est du latte art. Ouais. C'est ça. Je t'avais demandé, Mike, comme ça, pour le fun, de nous préparer une liste de chansons qui pouvaient avoir rapport avec le café. Finalement, tantôt, quand tu es arrivé, tu me disais, tu vas voir, il y en a plus qu'on pense. Oui, mais des chansons, il y en a un peu parce que souvent des références au fait que, tu sais, ils ont passé une longue nuit, puis ils avaient besoin de café, puis il y a bien des choses qui ont été racontées. Le café a une valeur, si on peut dire, symbolique là, dans la chanson, tu sais, comme quoi que ça a toujours été ça, tu sais, le café, la référence, c'est comme t'es fatigué, veux-tu du café? J'ai beaucoup de jobs à faire cette semaine, à boire du café, tu sais, le café a souvent une référence, il l'avait dans les chansons. Mais ce qui était intéressant, moi, ce que je trouve particulier, c'est que le café, ils vont dire souvent, les médecins vont dire, prenez pas trop de café parce que ça va vous empêcher de dormir, ça va trop vous stimuler. Mais ce qui me fait rire, c'est que c'est une relation un peu aux antipodes parce qu'il y a beaucoup de monde qui va dans un café pour relaxer. Et combien de monde vont aller passer un après-midi dans une grande surface? Là? On n'aimera pas les chaînes, mais on les connaît toutes. Tu sais, tu t'en vas là, tu as l'Internet gratuit, tu passes l'après-midi là, puis tu bois 2-3 cafés. Tu sais, je trouve ça drôle. Puis aussi, il y a combien d'endroits, des cafés, où il y a tout le temps un musicien avec sa petite guitare. Tu sais, c'est très minimaliste, la musique dans le café. D'ailleurs, même la radio satellite Sirius XM a une chaîne qui s'appelle The Coffee House. Parce que c'est juste de ça, c'est la petite guitare acoustique, le petit piano. C'est très minimaliste. Puis je trouve ça drôle parce que tu vas là pour te reposer, mais en même temps, tu bois du café qui te stimule. Je trouve ça le fun, mais je pense que ça, c'est l'ambiance qui fait ça. Tu sais, que c'est typique. Tu sais, c'est un va avec l'autre. Oui, bien tout à fait. Juste, nous, l'entreprise ici, avant, s'appelait Café Détente. Oui, c'est vrai. On a changé le nom d'entreprise pour des raisons marketing, mais ça s'appelait Café Détente. Deux mots, souvent on disait 2 mots qui vont pas ensemble. C'est ça, mais il y a du monde qui prennent ça pour se détendre aussi, pour boire du café. Il y en a qui vont dire, une grosse journée, on va boire un café. C'est le fun. Puis c'est ça, pour la musique, il y a le batteur d'Aerosmith qui s'appelle Joey Kramer, qui lui a sa ligne de café qui s'appelle Rocking and Roasting. Parce que souvent, l'expression, c'est rocking and rolling. Puis là, c'est rocking and roasting. Ça a été tough, par exemple. Il y avait ouvert des succursales qui ont fermé
Mais maintenant, tu peux encore commander en ligne. Peut-être des fans d'Aerosmith qui écoutent ça et qui ne le savaient pas. Là, mais tu peux commander en ligne encore. Lui, la façon dont... lui, c'est très équitable. Hein? C'est équitable. Puis aussi, c'est très ami de l'environnement. Il prend... je lisais tantôt la technique, là. C'est la technique pour faire pousser les graines de café. Lui, c'est pas au soleil, parce que le soleil, il faut qu'il mette des pesticides et de l'engrais. Lui, c'est une autre forme qui est comme dans la terre, où c'est un peu enterré, puis là, les feuilles des arbres tombent, puis ça fait de l'engrais naturel, puis ça y prend bien plus de temps avant d'avoir ses récoltes, puis ça coûte pas mal plus cher. Mais lui, comme il dit, moi, avec Aerosmith, j'ai fait le tour du monde, j'en ai goûté du bon café, j'ai goûté du mauvais café, j'ai pris des notes dans ma tête, puis quand j'ai commencé à monter mon projet, je me suis installé avec des gens qui connaissaient ça, puis je leur ai dit, voici ce que j'aimais pas, voici ce que j'aimais, puis ils ont créé une ligne de café spécialement pour lui. Ouais, puis comme il disait, tu sais, quand tu es dans des loges, là, tu sais, les loges, ça va vite, tu sais, des fois, aujourd'hui, ils sont plus surveillés, mais dans ce temps-là, dans les années 70, là, les loges, ça servait juste à être sa go, là, tu sais, ça servait pas. Fait que, c'est ça, lui aussi, il disait, moi, j'ai consommé beaucoup de drogue, tout ça, je touche pas à l'alcool non plus. Fait que là, c'est le café qui me fait du bien. Fait que c'est pour ça qu'il a développé sa ligne de café. Puis en Angleterre, c'est comme le compétiteur de Starbucks qui s'appelle Café Nero. Je pense qu'ils sont un peu aux États-Unis maintenant. Et Café Nero a fait... eux autres, leur but, c'était ça. Il y a sans doute des gens à qui on va donner la tribune, que ça va finir par aboutir. Puis ça a été le cas avec Passenger, là, qui avait un gros hit avec Let Her Go, une couple d'années. Okay. Lui, il a joué, puis il y a quelqu'un qui l'a remarqué. Et c'est comme ça que sa carrière a commencé. Eux autres, Café Nero, quand tu arrives à l'aéroport d'Heathrow, du Canada, quand tu arrives, il y a une grande superficie qui leur appartient. Quand tu arrives, tu sais, dans l'aire de dégagement du milieu. Et puis là, il y a une énorme pour ça, là, pour ce style-là, il y a une scène assez grande où il y a un piano. Puis tu peux t'installer il y a des artistes qui vont se donner en spectacle. Là. Puis ça, c'est Café Nero, si jamais ça vous intéresse. Puis il y a aussi Starbucks qui l'a fait pendant des années. Starbucks, même eux autres, ils ont poussé ça plus loin. Ils contrôlaient la musique c'était leur chaîne à eux autres. Ça s'appelait Hear Music. Ils ont lancé une couple d'albums qui étaient vendus à côté de la caisse. Ah oui, tout à fait, je me souviens. Leur premier artiste qui ont signé sur Hear Music, c'était Paul McCartney. Oh, ouais. Imagine la grosseur du chèque qu'ils ont dû signer. Mais ça a fessé parce que tout le monde a fait « Oh, Hear Music, ça va être solide. » Donc, il y a eu ça. Puis, il y a l'album de Ray Charles, de duo Genius Loves Company, qui a gagné aux Grammys, tout ça. Ils en ont vendu 3 millions d'exemplaires, dont 25% des ventes à cause que l'album était à côté des caisses à Starbucks. Fait qu'imagine l'argent qui tournait en rond, mais qui revenait tout le temps à la même place. Oui, c'est ça. Starbucks a beaucoup exploité ça, ce côté-là, musique, l'importance de l'ambiance, là, c'était important. Là, tu sais, quand tu vas chez Starbucks, tu entends les petites tonnes à guitare acoustique, au piano, tu sais, c'est de la musique folk, là, comme on appelle. Là. Eux autres, ils ont compris ça. Puis même s'ils l'ont fermé, Hear Music, ils sont encore bien impliqués là, au niveau de la présence, de la musique qui joue. T'as même je regardais tantôt quand j'ai été voir Café Nero puis Hear Music, là, il y a encore, tu vas sur les chaînes, pas les chaînes, mais la musique en continu, là, les plateformes, Spotify puis Apple Music, mais t'en as, c'est écrit Coffee House Playlist ou Starbucks Playlist ou Café Nero Playlist, là, fait que t'écoutes ça, parce qu'il y a un style de musique qui cadre avec les petites places à café comme ça. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont composé, j'imagine, des cafés. Oui. Parce que souvent, on entend des auteurs sur peut-être plus de séries, ces choses-là, mais qui vont dans un café. J'imagine que les auteurs de musique ont dû faire la même chose aussi, à un certain moment donné. Oui, c'est sûr. Ça a la place aussi. Tu sais, je veux dire, il y a quand même l'ambiance est intéressante. Tu sais, moi, des fois, là, moi, je suis pas quelqu'un qui va aller prendre un café pour jaser avec quelqu'un. Tu sais, je suis pas là pendant tout. Je vais là, mais des fois, j'aime ça, aller m'asseoir. Puis moi, j'aime ça, aller dans un café quand je suis en 2 rendez-vous. Parce qu'étant donné que je ne suis pas à Montréal directement, des fois, je vais avoir un rendez-vous à 2 heures, puis je vais en avoir un autre à 4 heures. Mais si mon rendez-vous de 2 heures finit à 2h30, qu'est-ce que je fais? Je me ramasse dans une place à café, puis j'attends là. Puis il y a quelque chose quand même de relaxant pendant que je bois quelque chose qui, théoriquement, va me stimuler. Oui, tout à fait. Mais il y a tellement de beaux cafés qui ont poussé un petit peu partout, là, que ce soit dans la région de Montréal, puis même à l'extérieur maintenant. Oui, je t'entendais l'autre fois dans celui que tu as fait il n'y a pas longtemps, là, la rencontre de même, tu disais qu'il y a des micro-torréfacteurs maintenant, hein, c'est ça?
Les micro-torréfacteurs, c'est comme Barista. C'est comme toute cette gang-là. Mais il y en a énormément qui ont poussé, là, autant que les microbrasseurs. Oui, tout à fait. Il y a des microbrasseurs qui se sont associés avec des micro-torréfacteurs pour faire des cafés au bourbon, au cognac. Oui? Oui, ça a un goût particulier. Là. On en a fait ici, puis après ça, les gens pensaient qu'on était un petit peu sur le party parce que ça sentait vraiment le bourbon. Mais c'est des choses à essayer, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais il y en a aussi comme Sylvain Cossette. Oui. Le chanteur Sylvain Cossette, lui, s'est acheté une machine pour torréfier chez lui. Oui, je pense que c'est acheté un Java Master ou quelque chose comme ça. Là. Lui, je sais qu'il est vraiment fan. Ça fait quoi, là, si tu l'as chez vous? C'est-tu beaucoup d'entretien? C'est-tu pas d'entretien, mais c'est-tu faut que tu passes du temps là-dessus ou tu mets ça tout simplement, les graines sont vertes, puis ils ressortent, puis ils sont torréfiés? Non, il y a vraiment un savoir-faire en arrière de ça parce qu'il y a des couleurs de café, comment tu l'aimes, tout ça. Les provenances des cafés aussi, il faut acheter un café vert. C'est pas n'importe qui nécessairement qui vend ça. Mais c'est ça, je pense que Sylvain Cossette en a parlé chez la gang de Barista, justement. Okay. Il a fait un live avec eux autres sur Facebook. Peut-être que vous allez être capable de retrouver ça. Là. Mais il y en a jasé, je pense. Il faut aimer ça, par exemple. Oui, non, il faut être vraiment amateur, là, parce que là, c'est complètement autre chose. Là. Mais c'est ça, c'est intéressant, ça aussi. Mais tu as Ziggy Marley aussi, je pense, qui a sorti une ligne de café. En honneur de son père. Oui, tout à fait. Mais il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a des artistes comme ça qui vont s'associer avec des torréfacteurs qui vont dire on lance une ligne de café. Dans le cas de Ziggy Marley, il y a quand même la Jamaïque qui donne du bon café. Là, et bien d'autres choses, pas bien du monde. Mais pour le café, ils sont pas pires aussi. Et je pense que aussi, ça y fait aussi l'image de l'artiste. Tu sais, quand l'artiste est quelqu'un qui est bien populaire comme Marley, il y a déjà le branding qui est fort. Oui. Fait que le monde va écouter ça, puis le monde va voir ça, puis ils vont dire OK, ils vont. Tu sais, c'est s'associer à une marque. C'est pour ça que ça fait des bonnes retombées. Il y en a plein de monde comme ça qui vont le faire. Mais comme Marley, je suis comme pas surpris qu'ils ont décidé de lancer ça parce que c'est un produit dérivé intéressant. Oui, tout à fait. Puis c'est un peu dans la même lignée que le batteur d'Aerosmith. C'est tous des cafés de mémoire là, de bio-équitable, des choses comme ça. Là. Il faut qu'il fasse attention. Bob Marley, il faut qu'il fasse quelque chose de bien bio-équitable parce qu'il milite pour ça, eux autres. Là, fait que faut que tu fasses bien attention. Comme lui, il est pareil. Là, Joey Kramer, c'est pareil. Il sait. Puis il est conscient qu'il y a du monde qui va aller vérifier si oui ou non, s'il est bien équitable, s'il met ça dans ses poches. Là. Non, mais non, ça c'est sûr et certain. Il y a leur image qui sont en arrière de ça. Là, c'est pas. Exactement. Faut qu'ils fassent attention. C'est ça. Tu sais, des fois, il y a du. Tu sais, mettons. Il y a du café qui peut aller aussi à l'image, mettons comme Motley Crue, c'est très rock accentué. Eux autres, ils ne pourront pas commercialiser un café avec une campagne publicitaire en disant c'est pour se calmer. Il faut que ça kick. Comme ça fait. Il faut que le répertoire reflète un peu ce que le café va donner comme goût. Oh, oui, tout à fait. Je pense pas qu'ils vont faire un petit café aromatisé à vanille. Là, non, vraiment pas. Est-ce que tu avais découvert autre chose à part ce que tu viens de nous jaser? Il y a beaucoup de chansons, comme je te disais. Il y a une des chansons qui revenait souvent, là, c'était à Couleur Café de Serge Gainsbourg, mais ça n'a aucun rapport avec le café, c'était à sa blonde. Oui, c'est ça. Qui est à Couleur Café. Fait que c'est pour ça que c'est particulier, mais il y a beaucoup, ça revient beaucoup parce que j'ai fait une recherche sur chansons avec café ou référence au café. Il y en a une couple. Il y avait Serge Reggiani aussi, pour montrer des fois que le café peut avoir une grosse référence. Serge Reggiani, je pense que dans sa chanson Il suffirait de presque rien, où il raconte à la jeune fille qui va l'amener à Saint-Germain prendre un café crème. Tu sais, c'est vraiment typique, là, tu sais. Puis quand, avec Geneviève, je suis allé à Paris, on est allé à Saint-Germain, puis j'ai fait exprès pour prendre un café crème, puis là, on riait parce qu'elle aime beaucoup le répertoire francophone, elle aime beaucoup ça. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça fait que... Mais tu sais, il y a des références ici et là, comme je te disais, mais tu sais, une chanson en honneur au café, il y en a pas, hein? Ça me vient pas à l'esprit, puis même, j'ai fait un peu de recherche, là, puis comme je te dis, il y a des références au café. Il y avait Eddie Mitchell aussi qui avait fait une autre chanson où il racontait que le matin, il allait servir le café, qu'il allait préparer le café à sa femme ou à sa blonde. Tu sais, c'est ces choses-là qu'on va retrouver. Là, il n'y a pas personne qui s'est mis riche avec une chanson sur le café. Non, je pense pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas jusqu'à date. Donc, depuis le début des podcasts, là, on n'a pas beaucoup de tournées jusqu'à maintenant, mais on a instauré une certaine je cherche mon mot, mais ça va sûrement venir. Là. Ouais. Puis, on pose tout le temps la même question à notre invité. Ouais. Dans le fond,
Présentement, si tu avais la chance de prendre un café avec une personne politique, un artiste ou une personne qui t'intéresse, ça serait qui cette personne-là actuellement? J'ai pensé, mais j'ai pas comme trouvé en tant que tel parce que, comme je te disais un peu tantôt, souvent le café, c'est pas l'endroit où que je prends. Tu sais, c'est pas une occasion pour aller discuter avec quelqu'un. Mais mettons, avoir du temps, là, j'aimerais ça parler avec tout le monde qui, au Québec, qui administre actuellement la crise de la COVID-19 parce que j'aimerais ça qu'ils me disent l'autre côté, mais sans déblatérer, sans parler en mal. Tu sais, mettons que d'avoir Horacio Arruda qui est assis à côté de moi et qui dit, tu sais, c'est pas évident. Non. C'est tough, pas parce qu'on a de la pression, pas parce que les gens ne comprennent pas tout le principe, mais c'est comprendre ce virus-là. C'est ça, puis comment il l'a vécu, puis comment il peut... Tu sais, ils n'ont pas, tu sais, Legault est pareil, puis Dubé, puis Mme McCann avant. Tu sais, ils n'ont pas eu 5 minutes à eux autres depuis un an, eux autres, là. Ah non, ben non. Parce qu'ils n'ont pas eu 5 minutes, parce qu'il y a tout le temps le téléphone qui sonne, il y a tout le temps une statistique qui est à quelque part, il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas se concentrer comme moi puis toi. Quand on arrive, mettons qu'on s'assoit, qu'on fait quand on a eu des grosses journées, ou ça, on a toutes des préoccupations, mais eux autres, c'est tout le temps. Fait que j'aimerais ça échanger avec eux autres, mais être un peu libérateur pour eux autres, pour me dire, toi, comment tu le vis, cette affaire-là? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui leur demande. T'sais, eux autres, ils se font tout le temps dire, c'est ça, c'est pas ça. Alors que si eux autres, il y avait le temps de s'asseoir, bien, je leur posais des questions en disant, OK, avant les points de presse que vous faites, là, comment tu te sens? Est-ce que tu as un fardeau? Parce que tu ne peux pas te libérer l'esprit. Moi, des fois, avant de faire des entrevues ou avoir eu des événements majeurs à couvrir, je pouvais m'asseoir puis me recentrer sur moi-même. Mais là, ils ne peuvent pas se recentrer sur eux autres, même eux autres, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils dépendent de plein, ils sont tributaires de tellement de choses autour d'eux autres que, comme exemple, là, au moment où on se parle, là, on est au début mars, là, il y a une éclosion à Gatineau parce qu'il y a beaucoup de monde dans le personnel soignant qui n'aurait pas voulu se faire vacciner. Eux autres, ils ne peuvent pas le contrôler, puis ils ne peuvent pas passer une loi pour forcer le monde à aller se faire vacciner. Non. Tu comprends-tu? Fait qu'ils sont tributaires tout le temps du comportement de tout le monde, plus les fausses réalités qui sont véhiculées. Ils ont tout le temps comme un clown, là. Pas comme un clown, mais comme un jongleur. Ils ont tout le temps une balle qui tourne. Ils sont tout le temps de même. Ils n'ont jamais mis les 2 balles de côté puis dire OK, c'est correct. Fait que c'est ça que j'aimerais ça discuter avec eux autres en prenant un café. Alors, c'est sûr, c'est pas une situation qui est évidente. Eux autres, ça doit être, comme tu dis, ils n'ont aucune pause. Là. C'est 24/24 ou pas loin là, à prendre des décisions. Puis comme M. Legault a dit souvent, des nuits blanches à penser, à réfléchir. Puis effectivement, ils ne doivent pas avoir grand monde. Se faire ramasser tout le temps. Ouais, moi, je regrette, mais quand ils disent que ils laissent ça de côté. Je regrette, là. Moi, j'en ai eu des fois des messages qui m'étaient adressés, puis ça me faisait suer. Je trouvais ça plate que le monde ne comprenne pas. J'ai embarqué d'un spin à un moment donné parce que j'avais dit quelque chose sur un band sur BTS, là, le groupe sud-coréen. Hey, ça a parti, j'avais des messages de partout dans le monde. Là, ça a spiné. Là. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, une chance que j'ai l'âge que j'ai là, que j'ai la maturité que j'ai là, parce que c'était vraiment, le corps était à terre, puis ça bûchait, là, ça lâchait pas, mais à un moment donné, comme n'importe quoi. Moi, je m'étais fait dire, quand il y a des situations comme ça, laisse passer ça, c'est comme un feu de papier. Là, c'est comme un coup que c'est fait, un feu de boussard, il finit, il est à titre d'attente. Il n'y en aura plus, dans 2-3 jours, ça va être fini. Comme de fait, il y a une autre affaire qui est partie sur BTS, il y a un gars qui, à quelque part, qui est allé dire quelque chose contre eux autres. Hop! Le troupeau s'est déplacé. Puis il est allé faire la vie dure à la personne qui l'avait écrit. Fait qu'eux autres, là, tu sais, veut pas, là, tu sais, puis tu sais, M. Legault, puis toute la gang là, qui gère la crise, là, ils se font tout le temps ramasser, tu sais, oui, si tu veux pas y croire, crois-y pas, tu sais, t'es libre de pas y croire. Ouais, mais c'est correct, tu sais, eux autres, ils tentent d'y aller pour la majorité. Et lui, il a été élu, et puis il a comme but d'aider la société. Si 75% de la société et là, doit se faire aider, bien lui, il va aller pour le 75 %, ce qui est tout à fait normal. Ah oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis moi aussi, j'aimerais ça prendre un café avec eux autres. J'aimerais ça parler avec eux autres de ça, juste pour être, pendant une couple de minutes, leur parler, faire une entrevue, mais qui n'a pas trop rapport avec ça.
Ah, il a changé d'idée, c'est sûr et certain. Ils ont été, comme on dit, lancés dans la fosse au lion. Là. C'est ça. Souvent, il y a des choses qui sont reprochées, mais comme M. Arruda avait 0 expérience. Là. C'est ça, en plus. C'était pas sa mission première, c'était pas de parler aux journalistes ou de nous parler. C'est sûr que lui, ça a été plus dur parce que lui, il sortait de son bureau, il avait des études devant lui, il les analysait, il les comprenait, puis il les mettait en pratique. Alors que là, il y a du monde, puis lui, il pouvait se défendre avec d'autres qui faisaient la même job que lui. Il pouvait dire, ça je le crois, mais aujourd'hui, il y a du monde qui l'entend parler puis dit c'est un menteur qui invente ça. Puis, mais ça, regarde, on n'est pas là pour ça. Là. Mais c'est ça. Tout à fait. Non, c'est ça. Ben, écoute, Mike, je te remercie infiniment d'avoir participé à notre balado. Puis, comme tu nous dis toujours, tu voudrais-tu un petit café avant de partir? Fait que sur ce, ben, je te remercie infiniment, Mike, ça fait d'être passé plaisir. nous voir. Puis, on se dit à la prochaine. Ouais, salut. Merci.